Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI jusqu'à 18h au menu de l'actualité de ce samedi. Elle est chargée avec notamment bien sûr les conséquences après l'annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance de l'État de Palestine. De nombreux députés britanniques demandent par exemple à leur pays de faire le même choix alors que la situation humanitaire continue de se détériorer à Gaza. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni demandent que la catastrophe humanitaire cesse immédiatement. Le conflit en Ukraine avec de nouvelles frappes russes ces dernières heures et avec la démonstration de force des Russes. On s'intéressera notamment au nouveau missile de Vladimir Poutine, le K-77M. De quoi s'agit-il? Quel pourrait être son impact? On en parlera avec nos invités. Et puis le grand dossier LCI cet après-midi intitulé Poutine, sa grande course à l'armement. Vladimir Poutine qui prépare la Russie à une guerre à grande échelle avec un plan de dépenses de 1100 milliards de dollars pour son armée d'ici à 2036. On va revenir sur toutes ces actualités dans un instant. Mais d'abord, c'est le journal avec Bastien Auger. Bonjour Benjamin. À la une, cet accident tragique dans le Puy-de-Dôme, ça s'est passé ce matin. 2 personnes sont mortes lors d'un rallye automobile. On va retrouver tout de suite Raphaël Maillochon de notre service police-justice. Bonjour Raphaël. Que s'est-il passé ce matin? Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h30 ce matin. Une voiture de course de rallye a fait une sortie de route à hauteur de la commune de Saint-Just. On est là dans le Puy-de-Dôme. Bilan, 2 morts et un blessé grave héliporté en urgence absolue avec un pronostic vital engagé. Il est actuellement hospitalisé à Clermont-Ferrand. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place à la salle des fêtes de la commune. Et bien entendu, le rallye a été arrêté. Selon les premiers éléments de l'enquête, le pilote de la voiture de rallye a perdu le contrôle de son véhicule dans une ligne droite pour une raison indéterminée. Le parquet de Clermont-Ferrand nous a fait savoir qu'une enquête est ouverte avec la qualification d'homicide involontaire. La gendarmerie est chargée des investigations. Merci Raphaël pour ces dernières informations. Le sud-est de la France face au risque d'incendie. 6 départements sont en vigilance orange et les Bouches-du-Rhône sont même en vigilance rouge aujourd'hui. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Un simple mégot, une étincelle ou un barbecue peuvent provoquer un incendie à grande échelle. Les trains circulent normalement aujourd'hui. Mais hier, la soirée a été cauchemardesque pour de nombreux voyageurs. Jusqu'à 6h30 de retard sur certains trains en provenance ou en direction du sud-est. Ça a été causé par une panne électrique à cause d'orages qui ont lieu en Bourgogne. Et puis, autorisons-nous un petit moment de nostalgie parce qu'il y a un an, jour pour jour, le monde avait les yeux rivés sur Paris avec cette inoubliable cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors aujourd'hui, la ville se souvient, porte de la Chapelle, vous le voyez, ce sont les statues des 10 femmes engagées présentes lors de cette cérémonie d'ouverture qui sont exposées, Simone de Beauvoir, Simone Veil ou encore Olympe de Gouges. Et ce matin, une parade de kayak se tenait sur la Seine. Parlons maintenant d'un problème qui peut avoir de graves conséquences pour de nombreux Français. Les pénuries de certains médicaments inquiètent régulièrement les pharmaciens qui manquent par exemple souvent d'antidépresseurs, comme nous l'explique dans ce reportage Nancy Rice. Et comme chaque samedi, on vous résume les 3 temps forts de la semaine avec 3 images que la rédaction de LCI a sélectionnées pour vous. La première se passe dans la bande de Gaza, dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younes. On voit des hommes, des femmes palestiniens, palestiniennes, des enfants aussi qui sont en train de courir, un récipient métallique à la main. Ils se précipitent pour avoir accès à une distribution alimentaire, alors que la famine frappe Gaza et que les morts d'enfants par malnutrition se multiplient selon les Nations Unies. Une autre image, à Chypre maintenant, 2 maisons qui n'ont plus de toit, de la cendre et de la fumée partout. Tout a brûlé ou presque. C'était jeudi près de la ville de Limassol, frappée par des incendies d'une ampleur inédite. Incendie attisé par le vent et de très fortes chaleurs. 2 personnes y ont perdu la vie cette semaine. Et puis pour finir, ça se passait en France cette semaine aussi. On voit plusieurs policiers à moto ou à pied. Certains sont cagoulés. Ils montent la garde non loin de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Plusieurs détenus considérés comme faisant partie des plus dangereux du pays ont été transférés cette semaine dans cet établissement très haute sécurité, équipé notamment de brouilleurs, de drones, pour éviter toute communication avec l'extérieur. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 1 heure. En attendant, vous retrouvez Benjamin Dubois, LCI Direct.
Merci beaucoup Bastien, et on vous retrouve effectivement à 16h donc pour un nouveau journal. On va tout de suite continuer à analyser, à décrypter cette décision majeure d'Emmanuel Macron jeudi de reconnaître l'État de Palestine, avec désormais cette question: quels pays vont suivre la France, s'il y a des pays qui vont le faire, avec notamment cette information aujourd'hui: un tiers des députés britanniques qui demandent au Premier ministre, à leur Premier ministre Keir Starmer, de suivre Emmanuel Macron dans son choix. On en parle avec nos invités. Général François Chauvency, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, consultant en géopolitique, et Ronald Atto, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Pour Keir Starmer, la reconnaissance d'un État de Palestine n'est pour l'instant, messieurs, pas une évidence, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas le seul. Je pense que Merz en Allemagne n'est pas chaud non plus à l'idée ou au Canada, Carney non plus je pense qu'ils ne veulent pas pour l'Allemagne, c'est aussi pour des raisons historiques, bien évidemment. C'est évident. En ce qui me concerne, je suis pas convaincu. J'ai écouté ce que le général disait tout à l'heure avec Madame Kratz et Michel Fayad avant de venir, et j'étais plutôt d'accord avec ce que le général disait, par exemple, que je crois que ça va pas changer énormément la situation des Palestiniens. C'est un geste symbolique. À mon avis, il y a aussi d'autres observateurs qui faisaient remarquer que c'est de céder au Hamas peut-être un peu rapidement. C'était de maintenir une carte dans le jeu, que de dire: si finalement vous remettez les otages, on reconnaîtra l'État de Palestine. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire maintenant. Je suis juste un pauvre citoyen français, mais je ne suis pas convaincu que la démarche va bouleverser. Ce ne serait pas, comme on dit en français, un game changer dans la situation actuelle des Palestiniens, malheureusement. On va regarder la carte des pays qui reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine. Regardez sur cette carte, avec au total 148 pays. On est à 148 pays à ce jour. Et la France, qui est le premier pays du G7 à l'avoir annoncé. Qui d'autre peut suivre, Général Chauvency ? Au niveau européen, dans les grands États, je ne vois pas qui pourrait le suivre aujourd'hui, vu ce qu'on vient de dire entre la Grande-Bretagne et le Royaume et l'Allemagne. Ouais. Donc en fait, la question, c'est qu'on est quand même dans une situation. Je vais reprendre une expression de Dominique Moïsi dans son dernier ouvrage sur la géopolitique de l'émotion. Les Européens réagissent à l'émotion. Nous sommes dans la géopolitique. Et la géopolitique, il faut prendre en compte les réalités. La réelle politique. Et même la réelle politique. Alors, effectivement, c'est un mot qu'on n'aime pas chez nous. On aime bien avoir des grandes idées, des grands principes, même si on ne peut pas les appliquer. En fait, la situation aujourd'hui à Gaza, effectivement, suscite l'émotion, suscite l'indignation, mais néglige complètement la réalité du terrain tel que ça se passe aujourd'hui. Et puis aussi, il n'y a pas de diplomatie sans moyen de contraindre. Quels sont nos moyens de contrainte aujourd'hui, à part effectivement une mobilisation internationale en espérant que ça fasse quelque chose, mais ça fait bien longtemps qu'Israël s'en fiche complètement. C'est essayer d'avoir d'autres moyens de pression, mais nous ne les avons pas. Donc on est un petit peu dans le vœu pieux. On voudrait bien qu'Israël nous écoute. Alors maintenant, qui peut suivre aujourd'hui la France ? Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'États, à part les 148 dont on vient de parler dans leur ensemble. Les États européens sont plutôt timides sur la question, et je pense que beaucoup se posent la question: pourquoi maintenant ? C'est une question qu'on s'est posée en France. Pourquoi maintenant ? Même s'il y a de bonnes raisons, qu'il est tout à fait légitime de le faire, mais pourquoi l'a-t-on pas fait avant ? Voilà, c'est la vraie question. Et qu'est-ce que ça change que tous les autres pays aient reconnu un État palestinien ? Finalement, pas grand-chose, malheureusement. Oui, c'est ça. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça changera ? Il y a plein d'États qui reconnaissent l'existence d'un État palestinien, qui ont des représentations palestiniennes dans leur capitale, et ça n'a pourtant pas changé grand-chose. Il y a un vrai problème, je pense, au sein même de la Palestine, des Palestiniens, entre les représentants des Palestiniens officiels qui sont complètement rejetés par la population, et le Hamas. Et comme je le disais hier ici même, je pense que malheureusement l'attitude israélienne de destruction totale va avoir tendance à créer de plus en plus de futurs enragés, des jeunes qui voudront jamais accepter de vivre côte à côte avec les Israéliens, avec les Juifs. Et c'est dramatique. On accueille sur ce plateau Rina Bassis, bonjour. Merci d'être avec nous, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor, ancienne diplomate. Il y en a un qui, avec certitude, ne suivra pas la décision d'Emmanuel Macron, c'est Donald Trump. Les États-Unis, premier soutien d'Israël. De son côté, Donald Trump qui a minimisé hier les déclarations d'Emmanuel Macron en disant finalement que la déclaration n'avait pas beaucoup de poids de la part de son homologue français. On va réécouter l'intervention du président américain.
Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La bonne nouvelle, ce qu'il dit importe peu. Ça ne changera rien. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien. Je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas de poids. René Massiste, on sent un peu de condescendance de la part de Donald Trump. Est-ce qu'il a quand même peut-être un peu raison en disant que la parole française n'a pas énormément de poids ou pas, ou c'est exagéré? Un petit peu dans les fonds, hein. La forme certes est assez désagréable, mais quand on regarde l'idée même, oui, le président Macron a fait un grand pompe, il a fait plusieurs en fait, pré-annonces, c'était annonce qu'on va entendre de façon solennelle en septembre à l'ONU. Mais là, M. Trump, il dit vrai, il dit qu'à la fin, qu'est-ce que ça importe, qu'est-ce que ça va changer dans la situation. On a déjà plus que 140 pays qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Pourquoi, en fait, cette annonce de la France va changer quelque chose? En plus, on sait déjà que toutes les préconditions que le président Macron a mis au début, quand il a annoncé qu'il a fait les pré-annonces à son retour de l'Égypte, de cette reconnaissance de l'État de Palestine. À l'époque, il a dit il faudra qu'il y aura le relâchement des otages, il faudra qu'il y aura un cessez-le-feu à Gaza, et il faudra aussi qu'il y aura une reconnaissance mutuelle. Donc, lui, il va reconnaître l'État de Palestine. Et il y aura les pays arabes, surtout l'Arabie saoudite, qui va reconnaître l'État hébreu. Or, pour l'instant, la première réaction qu'on a déjà vue de la part de Riyad ne reconnaît pas Israël. On ne s'attend pas que ça va changer pour septembre. Donc, s'il n'y aura pas cette reconnaissance mutuelle, cette démarche, quelle est l'idée de cette démarche? L'idée de cette démarche, c'est de créer une dynamique qui va pousser les deux côtés à commencer à négocier cette solution des deux États, mais sans la reconnaissance du côté de l'Arabie saoudite. M. Netanyahou, on connaît très bien son gouvernement d'extrême droite, et M. Netanyahou va dans aucune façon rentrer dans des discussions avec l'autorité palestinienne. Or, M. Trump a un peu raison quand même de dire que ça ne va peut-être pas changer grand-chose. Comment vous l'analysez, Ronald Athos, cette déclaration de Donald Trump? Comme Irina l'a dit, c'est du Donald Trump parfaitement. C'est le meilleur de Donald Trump. Il est condescendant, c'est vrai. C'est l'occasion aussi pour lui de montrer les muscles face à Emmanuel Macron. Écoutez, moi, il paraît que j'ai créé un malaise sur une autre chaîne il y a 2 semaines, je pense, en disant que quand il y avait eu une bande, c'est écrit « Macron montre les dents en Iran ». Mais qu'est-ce que ça fait aux Iraniens que Macron montre les dents? Malheureusement, la France n'a plus le poids qu'elle pouvait avoir. J'ai apporté un petit livre avec moi, c'est mon côté professeur, que je trouve excellent et qui, justement, le général de Gaulle, en 67, était enragé contre Israël. Sur la guerre des 6 jours, le livre, pour bien... Si vous voulez, je le recommande à tous les téléspectateurs. C'est une édition complexe, ça date de 1987. C'est la guerre des 6 jours, la victoire empoisonnée de Pierre Hazan. Et justement, il parlait du général de Gaulle qui s'était révolté contre Israël, Israël n'avait pas écouté le général de Gaulle à l'époque. Il est allé à la guerre, c'est la fameuse guerre des 6 jours. Et donc déjà, je pense qu'Israël avait montré au général et à la France qu'elle n'avait plus le poids qu'elle avait déjà eu auparavant. Et c'est ce que finalement Donald Trump est en train de faire en ce moment. Je suis le premier à ne pas aimer Donald Trump, mais force est de constater que je crois qu'il a raison ici. Alors, vous parliez d'Israël, du côté d'Israël justement. Vous avez entendu hier la réaction de l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarki. Il dénonce une erreur historique. On va le réécouter et on en parle ensemble après avec nos invités en plateau. C'est une erreur historique. C'est tout simplement une erreur colossale qui n'a aucun but, qui n'a aucun sens. Si le but était d'essayer d'aider la paix, ce que ça a fait, c'est exactement l'inverse. Ce qu'il a fait, cette déclaration, dit en fin de compte au Hamas, vous avez tout à fait raison, continuez de combattre, continuez de maintenir la population palestinienne en otage, la population israélienne, toute la région en otage, et je dirais même le monde entier, parce que tout le monde souffre de cette guerre. Continuez à le faire, ça marche, parce que vous avez le soutien, en fin de compte, de la France. Et c'est vraiment
incompréhensible. Général Chauvency, ce que dit Joshua Zarka, c'est finalement que cette décision donnerait raison au Hamas dans ce qu'il fait actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ou pas? Moi, je suis sur la temporalité de cette décision. De cette affirmation de la part du président Macron. Et il est certain que, à mon avis, ce n'était pas le moment. Comme je disais tout à l'heure, il fallait le faire avant ou le faire après s'il y a des négociations. Mais dans tout état de cause, le Hamas est bien un mouvement terroriste, c'est bien un mouvement qui garde toujours des otages, qui ne veut pas les rendre. Et je prétends en permanence que s'il avait rendu les otages aujourd'hui, il aurait changé la donne dans le terme de négociation. C'est-à-dire qu'Israël aurait été coincé. Israël aurait été obligé de participer aux négociations, car il y aurait eu une pression américaine. En l'occurrence, le Hamas est un mouvement qui est d'ailleurs presque millénariste. Lui, il n'y a que le martyr qui compte, et donc il s'en fiche complètement. Il n'est pas là pour trouver une solution diplomatique. Il est là pour continuer sa guerre et la destruction d'Israël. Maintenant, il y a une autre question qui peut être évoquée sur la question de l'État. On se pose la question de savoir pourquoi un État aujourd'hui palestinien. Alors, il y a d'abord l'État qui serait reconnu par un certain nombre d'autres États, ce qui veut dire que pour les ressortissants de cet État palestinien, dont il faudra quand même bien définir la frontière compte tenu de la situation de la Cisjordanie en particulier, c'est avoir un passeport, c'est avoir des droits, c'est une possibilité d'aller dans les organisations internationales. Avoir une armée. Une armée. Même si je crois que le président de l'autorité palestinienne a dit qu'il y aurait des militarisations. Mais néanmoins, c'est la reconnaissance en tant qu'État. Ça, c'est l'aspect, je dirais, bilatéral. Donc la France fait cela, ça veut dire qu'on va reconnaître un Palestinien comme étant une nationalité et pas uniquement quelqu'un qui appartient à l'autorité palestinienne. Maintenant, la question qui se pose, c'est après, au niveau des Nations Unies. Comment va se faire la reconnaissance de ces Nations Unies, aux Nations Unies? Il peut très bien avoir une proposition, mais c'est étudié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il suffit d'un seul État, un seul veto, pour que cet État ne soit pas reconnu. Donc ça ne passera pas. Donc ça ne passera pas. Donc on va bien rester sur une situation bilatérale, avec des pays où on pourra avoir un passeport palestinien pour aller, et d'autres pays où on ne pourra pas parce qu'il ne sera pas reconnu. Donc voilà la difficulté. Mais d'un autre côté, sur l'aspect, je dirais, juridique, reconnaissant de la situation palestinienne, oui. Mais je reviens quand même à ma remarque préalable, c'était peut-être pas le moment de le faire, même s'il y a une bonne volonté de la part de la France, il aurait fallu le faire bien avant, ça aurait évité toute polémique, et là on se retrouve dans une situation qui va être difficile à gérer. Ce que préconise la France depuis le début, historiquement, c'est cette solution à 2 États. Là, c'est vraiment le tout début du processus, ce qui est en train de se passer? Je ne pense pas. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la volonté ou de la vision de la France pour les 2 États. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'ils pensent les 2 peuples qui sont sur place. Donc, ce n'est pas du tout une question de la France. Justement, c'est aussi quelque chose que les Israéliens rapprochent à M. Macron. Il y a beaucoup d'Israéliens qui croient à la solution des 2 États et une compréhension qu'il faut y arriver à un certain moment pour que les 2 peuples vivent en paix et en sécurité. Et donc, je pense que ce n'est pas ça la question. La question est d'abord, en Israël, on est encore dans le traumatisme de 7 octobre. Même parmi ceux qui croient dans la solution des 2 États, il y a au moins une partie des gens qui disent que c'est trop tôt maintenant, que la blessure en Israël n'est pas encore refermée, si elle ne va jamais se refermer. Et bien sûr, il y a aussi la question qui est en face. En fait, est-ce qu'il y a un partenaire pour discuter ces 2 États? Parce qu'il ne suffira pas que M. Macron va faire sa grande déclaration en septembre pour qu'il y aura un État de Palestine. Il faudra quand même des négociations, il faudra arriver à un accord. Et là, justement, M. Macron, dans sa déclaration, il affiche les lettres qu'il a reçues de Mahmoud Abbas, le président palestinien, avec des engagements très jolis qu'il fait, qui aurait pu peut-être ouvrir une voie à un dialogue, mais d'abord, sa lettre est destinée à la France, pas aux Israéliens, ça c'est déjà un problème. Et aussi, on sait très bien sa situation qu'on peut qualifier peut-être comme précaire. Il n'a pas le soutien de son peuple. Et sans le soutien de son peuple, comment il peut même proposer aux Israéliens de négocier au nom de la Palestine justement l'établissement de ces solutions des 2 États? Justement, Ronald Lato, les conséquences dans les relations entre la France et Israël, qu'est-ce que ça peut changer? On le voit, je pense que ça n'améliore pas les relations entre les 2 pays. C'est déjà un peu tendu entre M. Macron et M. Netanyahou. C'est certain que ça ne va pas améliorer les choses. Et comme Rina le disait, même un journal comme Haaretz, qui est plutôt modéré, qui n'est pas un journal d'extrême droite, loin
de là. Et ça n'a même pas fait la première page de Haaretz. Donc, je pense que c'est un peu un coup dans l'eau, en tout cas, entre dans la relation franco-israélienne. C'est un raté, à mon avis. Ouais. Alors, il y a donc cette décision, ses conséquences, et puis dans le même temps, il y a cette situation dramatique, situation humanitaire à Gaza. Certains, d'ailleurs, sur place, certains habitants, quand on leur demande qu'est-ce que ça vous évoque, cette décision d'Emmanuel Macron, ça leur semble quand même un peu décalé par rapport à ce qu'ils vivent. Eux, ils disent, voilà, nous, on a des priorités, c'est bien sûr l'urgence de manger. Et il y a aujourd'hui 3 pays, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont pris la parole lors d'un entretien d'urgence. C'était hier. Voici ce que disent ces 3 pays dans un communiqué commun. On va le revoir. La catastrophe humanitaire à laquelle nous assistons à Gaza doit cesser immédiatement. Appelons le gouvernement israélien à lever immédiatement les restrictions donc, sur l'acheminement de l'aide et à permettre de toute urgence à l'ONU et aux ONG humanitaires de mener à bien leur travail afin de lutter contre la famine. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le gouvernement israélien, sur Benjamin Netanyahou ? Ouais, je crois qu'il y a maintenant pas seulement cette déclaration, mais ça fait maintenant 2-3 semaines qu'il y a beaucoup de pays qui appellent à ça. À la fin, je crois que la personne qui peut influencer le plus M. Netanyahou, ce n'est pas ni M. Macron, ni le chancelier allemand, ni M. Keir Starmer, mais voilà, Donald Trump. Et aussi, je dirais aussi quand même, la pression au sein de la société israélienne, parce qu'on voit de plus en plus de manifestations qui appellent non seulement à la libération des otages, mais aussi à un cessez-le-feu qu'il faut en fait finir avec cette guerre, d'abord pour le relâchement des 50 otages, mais aussi pour arrêter toutes les victimes des deux côtés. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et je crois qu'il y a quand même une certaine compréhension de la part de Netanyahou qu'à un certain moment, il faudra qu'il accepte ça. Et on a vu déjà une décision de la part du cabinet israélien il y a 2 semaines, après qu'il y avait des négociations avec l'Union européenne, d'élargir l'entrée de l'aide humanitaire. Mais manifestement, quand on voit ces photos, ça ne suffit pas. Il faut accélérer beaucoup plus que déjà il y a des camions qui entrent dedans. Et en même temps, comme le général Chauvency disait précédemment, ce matin, il y a eu un tir de missiles de la bande de Gaza sur Israël. Il faut être irresponsable, je pense, de la part le Hamas est probablement réduit à de la poussière, mais pour montrer qu'ils sont encore vivants, ils ont eu la stupidité, pardonnez-moi l'expression, de tirer en direction d'Israël. Donc ça justifie, si vous voulez, le fameux petit livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui date de 1987, démontre que d'un côté comme de l'autre, ce sont toujours les radicaux finalement qui l'emportent, les extrémistes. Et on voit mal comment tout ça pourrait se terminer. Mais le fameux missile tiré, je ne parle pas de celui des Houthis qui venait du Yémen, mais un tiré de la bande de Gaza. Et ça donne de l'eau au moulin, je pense, de Netanyahou pour continuer à chercher le but ultime. Il me semble que c'était d'éradiquer le Hamas. Et là, il vient de démontrer qu'il était encore en vie. Le secrétaire général de l'ONU tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Antonio Guterres dit ceci à propos de la situation. On le rappelle quand même, selon Médecins sans frontières, 1/4 des enfants âgés de 6 mois à 5 ans souffrent de malnutrition. Guterres qui dit ceci: les enfants disent vouloir aller au paradis parce qu'au moins il y a à manger là-bas. Et il s'exprimait un petit peu plus longuement. On va l'écouter tout de suite. On en parle après avec nos invités. Depuis le début, j'ai condamné à plusieurs reprises les terribles attentats terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Mais rien ne peut justifier l'explosion de morts et de destruction qui a suivi. L'ampleur et la portée de ces événements dépassent tout ce que nous avons connu ces derniers temps. Je ne peux expliquer le niveau d'indifférence et d'inaction dont font preuve trop de membres de la communauté internationale. Le manque de compassion, le manque de vérité, le manque d'humanité. Guterres qui ne mâche pas ses mots, qui dénonce l'inaction de certains pays. Il cible qui, selon vous, Général Chauvency ? Je pense qu'il ciblerait peut-être Donald Trump indirectement, parce que finalement Donald Trump pourrait faire pression, c'est ce qui vient d'être évoqué par Ina de toute façon. Mais je crois qu'il faudra même rétablir effectivement la situation en termes de contexte. Il me semble bien que Netanyahou a dit qu'il était prêt à laisser l'aide humanitaire arriver si les otages et les corps étaient livrés par le Hamas. Il me semble bien avoir lu ça.
qui serait une condition tout à fait honorable pour finalement régler ce problème. Parce qu'il me semble bien qu'on a pris en otage la population gazaoui, que ce soit d'ailleurs par le Hamas ou aujourd'hui par Israël, qui a décidé que d'abord le Hamas ne devait plus exister, ce qu'on comprend, mais qu'à d'autre côté, elle voulait récupérer ses otages, ce que je comprends aussi. Et je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques instants, si on ne libère pas les otages, que ce soit les otages vivants ou morts, ça va continuer, parce qu'aujourd'hui je vois mal comment Netanyahou, malgré la pression intérieure, puisse reculer. Finalement, il s'est trop engagé. Il est vraiment dans une guerre. Il y a les pertes. Il y a dû y avoir plus de 500 soldats israéliens qui sont morts depuis le début de cette guerre. Vous allez me dire que 500 par rapport à peut-être 40 000 Gazaouis, c'est une drôle de comparaison, mais néanmoins, nous en sommes là. Et je crois que Netanyahou, maintenant, il est un peu coincé. Il est coincé parce que d'un autre côté, on ne veut pas céder. Et que lui, s'il voulait même laisser une porte s'ouvrir, eh bien, il n'a pas les moyens de le faire pour ne pas se déjuger. Et je ne sais pas si ça n'a pas une implication d'ailleurs sur le système de politique intérieure et la place du gouvernement Netanyahou, si jamais il cédait, ça n'aurait pas des conséquences finalement sur sa position de Premier ministre. Rina Bassis, rapidement là-dessus, sur l'isolement. Oui, bien sûr, la coalition de M. Netanyahou est extrêmement déstabilisée depuis quelques jours au fait de la politique intérieure israélienne qui est liée à la conscription des ultra-orthodoxes. Donc il est dans une situation extrêmement précaire. Sans le soutien de ses ministres d'extrême droite, son gouvernement tombe. Malgré ça, il y a quand même les centres et la gauche israélienne qui a dit s'il s'agit d'un accord pour terminer la guerre, pour ramener les otages et pour un cessez-le-feu, les centres et la gauche, ils vont faire en sorte qu'ils vont tenir ce gouvernement de droite et empêcher l'extrême droite de casser l'accord. Merci beaucoup. Restez avec nous sur LCI. Dans un instant, nous parlerons de la guerre en Ukraine avec notamment cette démonstration de force de la part du Kremlin à grande échelle, très grande échelle, avec notamment, regardez ces navires, 150 navires de guerre qui sont déployés à travers 4 mers dans le monde. On y revient dans un instant. À tout de suite. 15h29, vous êtes bien avec nous en direct sur LCI. On parle à présent de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine qui mise tout sur une démonstration de force à grande échelle du Kremlin alors que la Russie doit faire face, on le rappelle, à un manque inédit de main-d'œuvre. On va y revenir dans un instant et que son économie semble plus fragile que jamais. D'abord, donc, on regarde ces images, une séquence d'exercice de la marine russe pour ce qu'elle a baptisé sa tempête de juillet. C'est une opération militaire en mer de grande envergure. Ce sont des images du ministère de la Défense russe. On en parle avec nos invités, le général François Cholancy qui est toujours avec nous, Ronald Atto toujours également avec nous, et nous accueillons sur ce plateau Christian Megrelis. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien conseiller de Gorbatchev, auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues aux éditions Transcontinentales. D'abord, un commentaire, un décryptage avec vous, messieurs, sur les images que l'on vient de voir. Opération de grande envergure. Comment est-ce que vous qualifieriez-vous cette opération de la part de Vladimir Poutine et du Kremlin ?